Avoir 1 million d'euros de capital et viser les 2 millions d'ici 10 ans, est-ce que c'est possible? C'est la question que nous a posée un abonné dont on va analyser aujourd'hui le patrimoine. Et cet abonné, il gagne 4200 euros par mois et il réussit à investir 4000 euros par mois. Donc on va voir un petit peu son budget, son portefeuille, son patrimoine, les optimisations possibles. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine S'Investir Conseil. Et donc Marco, 35 ans, alors Marco c'est un prénom fictif, 35 ans, cadre, il a des revenus professionnels de 80 592 euros net par an et il a un patrimoine net de 1 079 000 euros. Bon, il faut dire déjà que c'est un gros patrimoine. Si on regarde la distribution du patrimoine net des ménages en France au deuxième trimestre 2023, en euros, donc pour faire partie des 10% les plus fortunés, il faut avoir plus de 992 000 euros net. Donc en plus de ça, Marco, il a 35 ans, donc c'est un sacré patrimoine pour son âge. Donc c'est un employé cadre dans une multinationale, il aime son travail, il l'exécute de manière relativement libre et indépendante, il ne souhaite pas quitter son poste pour le moment, il cherche plutôt à évoluer encore dans l'entreprise. Je souhaite simplement être libre de toute contrainte au cas où mon emploi ne me convienne plus, pression, lassitude, ou si un désir de projet plus indépendant ou personnel me viendrait. Je suis pacsé en couple sans enfant. Alors, un pax, c'est très bien, ça permet aussi d'avoir une imposition commune. Ça peut être avantageux au niveau des impôts. Attention toutefois à bien avoir un testament pour la protection donc des conjoints. Je suis logé à titre gracieux, donc ça, super pour pouvoir investir encore plus et avoir encore plus de capacité d'épargne. Alors, ces objectifs, c'est liberté financière, pouvoir choisir ses activités, sa localisation sans pression financière. Ok, donc c'est un objectif qui revient souvent, c'est souvent la liberté, c'est pour ça qu'on investit. Objectif numéro 2, remplacer mon salaire actuel par les revenus de mes investissements au plus tôt, donc vivre ensuite de ces investissements, une forme de retraite anticipée grâce à son patrimoine qui permet de générer des revenus et souvent des revenus assez passifs. Il souhaite atteindre 2 millions d'euros de capital net, à terme ne plus rien posséder de physique et vivre de mes investissements de manière 100% passive en louant tout ce qui me permet de vivre. Ok, donc carrément ne plus être propriétaire des choses, mais pouvoir louer sa résidence principale, sa voiture si je comprends bien, et ne pas avoir d'attachement physique pour pouvoir ensuite voyager tranquillement, etc. Ok, très clair. Alors, quelques questions. Quelle amélioration pourrais-je mettre en place pour atteindre plus vite mes objectifs? Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Je me pose la question de quand et comment décider que mes objectifs seront atteints. J'ai tendance à toujours repousser les objectifs et ne jamais vouloir arrêter car l'objectif initial était de 1 million d'euros et a été atteint cette année. Effectivement, on a tendance à, une fois qu'on a atteint un objectif, s'en remettre un autre derrière et c'est un petit peu la fuite en avant. Moi, face à ça, personnellement, je ferai les choses progressivement, c'est-à-dire ne pas remplacer complètement son salaire et arrêter de travailler pour vivre de ses investissements, prendre plutôt un mi-temps, se dégager un jour de plus par semaine pour son temps libre. Voilà, y aller progressivement et souvent les décisions drastiques comme ça, du tout au tout, finalement, qui ne nous conviennent pas et en fait, souvent, on préfère être dans l'entre-deux. Donc, je pense qu'une idée, une fois que tu auras atteint 2 millions, par exemple, de patrimoine ou même avant, c'est plutôt relâcher peut-être un petit peu le travail, prendre un mi-temps ou autre et gagner justement en liberté de l'autre côté. J'ai l'impression que là, tu te dis, je travaille à fond, même je monte dans l'entreprise. Comme ça, j'ai un gros salaire, comme ça, j'investis plus et comme ça, un jour, je pourrais quitter complètement. Peut-être que le faire progressivement peut être une meilleure option. Je suis pas certain de la stratégie de rente que je dois mettre en place. Donc ça, on va en parler. Alors, projet à court terme, atteindre 300 000 euros en bourse. On va voir combien il a en bourse et ce qu'il a mis. Projet à moyen terme, atteindre 500 000 euros en bourse et rembourser l'ensemble de mes emprunts immobiliers. Et puis à long terme, ne plus avoir d'emprunt et avoir un capital net de 2 millions d'euros. Alors sa stratégie se paie en premier et il épargne 4 000 euros dès que ses revenus arrivent. Donc ça, c'est très bien, c'est vraiment ce que je recommande. Dès que votre salaire arrive, mettre en place des virements automatiques qui partent vers vos comptes d'investissement pour être sûr d'épargner et en faire un petit peu la priorité. Ça permet aussi de ne pas être tenté de se dire j'ai beaucoup d'argent sur mon compte courant et je peux faire donc des dépenses un petit peu excessives. Bon, ça dépend, il faut se faire plaisir également, mais si c'est effectivement récurrent et que vous regrettez ensuite d'avoir fait ces dépenses excessives, eh bien se payer en premier, ça peut être une technique intéressante. Stratégie d'investissement ensuite, il investit en DCA et en ETF. Donc DCA, il investit un petit peu tous les mois et en ETF, donc ça, on verra son portefeuille. Sa stratégie de consommation, alors il va diversifier entre revenus de SCPI, loyer immobilier,
dividendes et ou consommation du capital ETF à déterminer. Donc ça, on pourra en reparler aussi. Alors, quel a été le déclic pour lui? Il a commencé par de l'immobilier en 2012, puis il a souhaité diversifier. Donc ça, c'est super parce que la bourse et l'immobilier, c'est vraiment deux piliers d'investissement. Pour moi, c'est vraiment les deux piliers fondamentaux. Et en plus, c'est deux piliers qui sont complémentaires dans le sens où l'immobilier peut générer du cash, tandis que la bourse peut permettre d'investir ce cash. L'immobilier permet d'investir à crédit et d'investir des sommes assez conséquentes. La bourse, elle, peut permettre d'investir les sommes un petit peu résiduelles ou la capacité d'épargne mensuelle qui reste. Alors, il a fait quelques erreurs. Il a commencé la bourse trop tard. Donc ça, effectivement, c'est dommage. C'est facile à dire, mais il faut commencer le plus tôt possible. Et puis, deuxième erreur, j'ai mis trop d'apport dans mes investissements immobiliers. Donc ça aussi, effectivement, c'est une erreur. Surtout, si les taux étaient faibles à ce moment-là, eh bien, cet apport aurait pu plutôt être investi en bourse ou ailleurs. Et on aurait pu emprunter plus à la banque avec des taux faibles. C'était peut-être effectivement plus rentable. Alors peut-être que en 2012, tu n'avais pas cette capacité d'épargne non plus. Donc, tu as dû faire un apport un petit peu peut-être obligatoire, je ne sais pas. Alors, concernant ses revenus, du coup, il touche 4 200 € de salaire net par mois et il touche aussi 2 211 € de revenus immobiliers. Donc, c'est vraiment sympa. Alors, normalement, moi, je demande les revenus nets. Donc, si c'est effectivement net, c'est intéressant. Peut-être qu'en face, il y a plus de charges aussi. Donc, il y a remboursement crédit notamment, assurance peut-être pris en compte. Il a effectivement la grosse dépense, c'est le remboursement du crédit. Mais dans le même temps, le remboursement du crédit, tu rembourses une partie du capital et donc finalement, tu deviens de plus en plus propriétaire de tes biens immobiliers. Donc, c'est une forme d'enrichissement aussi. Alimentation, 100 € par mois d'alimentation, ça me paraît un peu faible. Mais bon, si c'est budgétisé, pourquoi pas. Loyer de 300 €, donc tu es logé à titre gracieux, mais j'imagine que tu compenses quand même un petit peu avec donc c'est 300 € par mois. Assurance et frais bancaires, donc 50 € par mois. Donc, c'est vraiment bien optimisé parce que je pense que tu dois avoir pas mal d'assurance avec tes biens immobiliers. Assurance propriétaire non occupant, j'imagine. Donc, il y a potentiellement ton assurance voiture également. Donc, bon, c'est assez optimisé à 50 € par mois, en tout cas, si c'est bien le cas. Tu as quelques dépenses contraintes, notamment loisirs et vacances. Il faut bien se faire plaisir. Et donc, une capacité d'épargne de 4 026 € par mois. Capacité d'épargne que tu investis complètement puisque tu investis, tu m'as dit, 4 000 € par mois. Donc, en termes de répartition, on a vraiment une grosse capacité d'épargne, 60%, 36,5% de dépenses contraintes et un petit peu de dépenses courantes. Donc, on est sur un bon profil budgétaire. Effectivement, de toute façon, avec des gros revenus, la capacité d'épargne, forcément, peut être plus facilement élevée en termes de pourcentage. Attention en tout cas à ne pas augmenter de trop son niveau de vie, son mode de vie et puis attention donc à l'inflation des désirs. Certains gagnent plus mais s'achètent une plus grosse voiture, une plus grosse maison, un plus gros emprunt et sont toujours en fait dans cette dynamique-là et dans cet engrenage. Et donc si ton objectif c'est aussi la liberté à un moment donné, il faut pas tomber dans cet écueil. Donc en tout cas, bravo pour la capacité d'épargne et les 4 000 € investis par mois. C'est vraiment en investissant et le plus tôt possible qu'on va développer son patrimoine, qu'on va le faire fructifier, qu'on va générer des revenus à terme complémentaires et qu'on va vraiment développer donc son capital. Donc Marco, c'est vraiment une personne qui fait attention à ses dépenses. Donc bravo à toi Marco. En termes de patrimoine maintenant, donc Marco a 11 000 € quand même sur son compte courant. Attention à pas avoir trop d'argent qui dort et trop d'argent qui n'est pas rémunéré. Donc ça, c'est un petit peu dommage. 11 000 €, c'est quand même beaucoup, sachant que tu as des dépenses à peu près de 2 700 € par mois. Donc peut-être qu'avec 6 000 €, soit 2 mois de dépenses, ça suffirait. Et puis ensuite, tu as évidemment les livrets bancaires pour ton épargne de précaution. Donc là-dessus, tu as 35 000 €. Ensuite, tu as un PEA de 167 000 €. Donc bravo pour ce PEA qui est peut-être au plafond en termes de versement puisque le plafond est à 150 000 €. Ensuite, un petit PEA PME à 9 000 €. Un compte titre à 61 000 €. Fonds euro d'assurance vie, donc du capital garanti pour des liquidités, pour un fonds de sécurité, 10 300 €, des unités de compte 14 934 €. Alors l'immobilier locatif là qui pèse beaucoup dans le patrimoine, 785 000 €, des SCPI donc 72 000 €, un peu de crowdfunding, j'imagine du crowdfunding immobilier, 9 336 €, un plan à épargne entreprise, donc un PEE, donc là, souvent, la stratégie sur le PEE, c'est que
comme il n'y a pas vraiment accès à des fonds très intéressants, souvent il n'y a pas d'ETF, souvent il y a des frais élevés, sauf si eh bien votre chef d'entreprise a fait les choses bien. Et aujourd'hui, il existe des plans épargne entreprise très intéressants avec des fonds indiciels, etc. Donc ça, nous, avec notre cabinet S'Investir Conseil, on accompagne des chefs d'entreprise et on peut vous aider si vous êtes chef d'entreprise pour avoir les meilleurs PE pour vos employés, mais aussi pour vous-même. En tout cas, la stratégie en général, c'est que vous vous retrouvez avec un PE qui a trop de frais et qui n'a pas les meilleurs fonds. Et ce qui est possible de faire, c'est de mettre de l'argent parce qu'on va gagner l'abondement, l'intéressement. Et ensuite, au bout de 5 ans, on peut retirer son argent et ensuite, on peut placer d'une meilleure manière, notamment sur un PEA ou autre, avec donc des investissements beaucoup plus fructueux puisque moins chargés en frais, mieux diversifiés et voilà, des investissements plus performants. Il y a un plan épargne retraite à 0 €, ok. Et puis, Marco, il a des montres, il a 40 000 € de montres tout de même. Donc, un collectionneur de montres. Très intéressant. Donc, les montres, c'est un investissement alternatif, donc assez exotique, qui peut être risqué, surtout si on s'y connaît pas. Donc, c'est vraiment très différent. C'est un peu, pour certains, un investissement plaisir. Sinon, il faut vraiment bien s'y connaître, sous peine de faire des erreurs ou de se faire un petit peu avoir. Donc, faut faire attention à ça. Donc, tout ça, finalement, ce sont ses actifs. Donc, il a 1 200 000 €. Et puis, en face, il a un crédit IMO restant, donc seulement 144 000 € à rembourser, face à des investissements en immobilier de 785 000 €. Donc, clairement, Marco, il a fait pas mal d'apports. Il n'a pas tout emprunté, ou alors il a bien remboursé depuis. Voilà, donc actif net 1 079 000 €. Si on prend la répartition de son patrimoine sans l'immobilier, donc c'est vraiment le PEA qui pèse pas mal. Ensuite, on a les SCPI, le compte titre, les livrets et aussi les montres. Donc en termes de répartition, l'immobilier pèse quand même 64% dans son patrimoine. Et si on enlève l'immobilier, le PEA est à 38%. Avec l'immobilier, le PEA est à 13,7% seulement. Et si on regarde en termes de typologie d'actifs, donc Marco, il a 56 000 € de liquidité avec des dépenses de 2 700 €. On va regarder combien il a de liquidité, donc 56 000 divisé par 2 700. Il a à peu près 20 mois en liquidité, 20 mois de dépenses, 21 mois de dépenses. Donc c'est quand même pas mal de liquidité. Peut-être qu'il y a une partie de ces liquidités qui pourrait être un petit peu investie. À voir en fonction de ce qu'il en pense, Marco, et de son profil de risque aussi. Peut-être qu'il a envie aussi de garder quand même une certaine sécurité dessus. Placement financier, donc 262 000 € et puis pas mal d'immobilier. Alors, concernant son portefeuille financier maintenant, donc en termes de courtier, il a de très bons courtiers, des courtiers qui prennent très peu de frais, Bourse Direct pour son PEA, Before Bank pour le PEA PME, Trade Republic pour le compte titre. Pour moi, c'est le meilleur compte titre actuellement, qui rémunère en plus les liquidités dormantes. Fortuneo pour l'assurance vie, Boursobank et crypto Bitpanda, donc qui est PSAN, prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'AMF en France. Donc ça, c'est très important quand on investit en crypto. Alors, côté ETF, il a pas mal d'ETF, puisqu'il a quand même 12 ETF. Donc on a surtout des ETF sur PEA avec Bourse Direct. Il y a du Russell 2000. Donc on a 17 000 € sur le Russell 2000 qui permet de s'exposer à des petites capitalisations américaines. Il a du S&P 500, il a du MSCI Europe, donc des actions européennes. Il a du Japon, il a du MSCI World. On a ensuite du Emerging Markets, donc des actions des pays émergents. Avec un filtre SRI, donc investissement socialement responsable. Donc ça, c'est un indice en fait qui prend comme indice par an le MSCI Emerging Markets tout court et qui applique ensuite quelques filtres. Et en capant notamment à 5% au maximum, et PAB, ça veut dire Paris aligne benchmark, donc en gros aligné sur les accords de Paris. Voilà, donc c'est très très similaire à l'indice par an, le MSCI Emerging Markets. Simplement, il y a quelques filtres qui sont appliqués. Et depuis 2015, il n'y a pas plus d'historique. On peut voir que bon, c'est très très similaire en termes de performance. Il y a un léger retard sur cet indice FIS. Et puis ça change aussi pas mal en termes de diversification. Alors là, on est sur l'indice et là, on est sur l'indice par an. Diversification sectorielle, ça reste assez similaire. Par contre, en termes de pays, on a l'Inde qui est le premier pays représenté dans cet indice FIS.
alors que dans l'indice parent, on est sur la Chine, Taïwan, puis enfin l'Inde. Donc attention à bien être conscient quand on prend des ETF avec ce genre de filtre, donc à voir si vraiment on gagne en termes d'exclusion pour avoir des investissements avec lesquels on est plus aligné, sans pour autant compromettre la diversification et ne pas non plus prendre trop de risques. Je n'ai pas regardé la volatilité, mais donc en termes de volatilité, effectivement, c'est un placement plus volatile. C'est un placement aussi qui a fait une perte maximale supérieure à l'indice parent. Donc effectivement, on a augmenté le risque avec ce genre de filtre. Il a aussi du Emerging Asia. Alors il y a un biais un petit peu de récence, j'ai l'impression. Il y a pas mal de personnes qui se positionnent sur les pays émergents asiatiques parce que récemment, ça a mieux performé que les pays émergents tout court. Sachez que dans le MSCI Emerging Markets, vous avez déjà les pays émergents asiatiques. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de surpondérer. Et si on s'enlève un petit peu de ce biais de récence, parce que donc en regardant effectivement sur les 15 dernières années, le Emerging Asia ici en bleu a mieux performé que le Emerging Markets tout court ici en jaune. Pourtant, si on regarde depuis 1987, le MSCI Emerging Markets a bien mieux performé, 9,60% de performance annuelle, que le MSCI Emerging Markets Asia, 7,35%. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt finalement à surpondérer les marchés asiatiques, sauf si on a une conviction forte sur les valeurs asiatiques. Mais il faut vraiment faire attention à ce genre de conviction. Souvent, quand on essaye d'anticiper le marché ou quand on essaye de choisir un secteur ou une géographie en particulier, c'est souvent vraiment contre-productif. Donc, il vaut mieux rester très passif et très diversifié. Donc, attention à ce biais de récence sur le MSCI Emerging Markets Asia. Et puis, on a sur compte titre Trade Republic du S&P 500. Alors ça, c'est dommage de ne pas plutôt le mettre sur PEA. Alors, j'imagine que le PEA est plein. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre le S&P 500 sur PEA. Donc, à ce moment-là, effectivement, je comprends que tu passes sur Trade Republic. Tu as aussi donc du Emerging Markets, aussi un ETF sur les actions européennes et tu as un ETF sur le Dow Jones. Donc effectivement, une stratégie possible une fois que le PEA est plein, c'est de passer sur compte titre. Une autre option, c'est de passer sur assurance vie. Ça peut être très intéressant l'assurance vie pour notamment si on a des ETF qui versent des dividendes ou des actions qui versent des dividendes puisque l'assurance vie est une enveloppe capitalisante qui ne va pas déclencher une imposition à chaque fois qu'on va percevoir des dividendes, contrairement au compte titre. Pense aussi une chose qui manque peut-être dans ton portefeuille, dans ton patrimoine, c'est un PER, donc un plan épargne retraite. Donc vu les revenus que tu as, donc tu es à 50 000 euros annuels en revenus pro, mais tu as aussi des CPI, des revenus immobiliers, etc. Tu es quand même à 80 000 euros de revenus. Si on prend le barème progressif, je pense que tu dois être à une tranche de 30%. À partir de 30%, donc 30% et plus, le PER, donc le plan épargne retraite, permet de défiscaliser et est intéressant. À une TMI de 11% ou de 0%, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, dans ton cas, effectivement, une défiscalisation possible pourrait être le PER. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est envisageable en tout cas. Ça pourrait faire l'objet d'une étude pour voir si vraiment ça correspond à ton profil, si ça correspond aussi à tes objectifs, parce qu'il y a un effet tunnel, puisqu'on ne pourra pas retirer du PER, sauf sous certaines conditions, notamment achat d'une résidence principale, mais sinon on ne pourra pas retirer avant la retraite. Par contre, le fait que le PER permette de défiscaliser, donc si tu verses par exemple 10 000 euros une année sur un PER, tu vas pouvoir réduire en fait ta base imposable ici de 80 000 à 70 000. Et donc, tu vas pouvoir déduire ces sommes et donc payer moins d'impôts, donc gagner finalement de l'argent puisque c'est de l'impôt en moins. Et cet argent, tu vas pouvoir donc investir plus sur PER que ce que tu aurais pu investir sur PEA. Et ça, ça peut, grâce aux intérêts composés, générer vraiment plus de gains que sur PEA. À terme, il y aura une imposition à la sortie, certes, mais le fait qu'on ait un avantage fiscal à l'entrée fait qu'il y a un peu un effet de levier au début qui permet vraiment de pouvoir, à partir du coup d'une TMI à 30%, de vraiment profiter d'un formidable avantage fiscal qui est donc le plan épargne retraite. Donc ça, c'est quelque chose d'envisageable pour ce patrimoine. Ensuite, il y a un petit portefeuille de stock picking, donc d'actions individuelles avec Air Liquide.
Total et Berkshire. Donc Berkshire, c'est le fonds de Warren Buffett. Donc l'action Berkshire Hathaway, c'est l'entreprise donc dirigée par Warren Buffett. Derrière, le sous-jacent, c'est vraiment plusieurs entreprises, puisqu'en fait, c'est un conglomérat, avec notamment des entreprises dans l'assurance, l'énergie, le transport ferroviaire, les produits manufacturés, la vente au détail. Donc c'est en soi une action, mais c'est une action qui reflète en fait plusieurs activités sous-jacentes. C'est un petit peu un fonds. Ça pourrait être assimilé plus à un fonds qu'à une action individuelle. Et donc 12 000 euros tout de même sur cette action, donc sur le fonds de Warren Buffett. Ensuite, il y a d'autres placements financiers, donc du crowdfunding sur le PEA PME Before Bank. Donc ça, c'est une très bonne option de placer le crowdfunding immobilier sur une enveloppe avantageuse fiscalement. Ben, ça permet en fait tout simplement de capitaliser les gains plutôt que d'être imposé tous les ans. Donc ça peut à terme vraiment dynamiser et augmenter la performance nette. Donc démontre en direct le PE, les cryptos avec Bitpanda, donc avec des indices. Bitpanda qui permet d'investir sur des paniers diversifiés de cryptos, donc un indice avec 10 cryptos, un indice avec 25 cryptos. Et ensuite des SCPI, donc Immorente, Épargne-Pierre, PF Hospitalité Europe et puis Pierreval Santé. Donc concernant les SCPI que Marco a en patrimoine, donc ça c'est le sheet d'analyse des SCPI, alors uniquement accessible aux membres de mon programme de formation et d'accompagnement LBD. Donc il y a Épargne-Pierre, Immorente, Pierreval Santé. Alors il y a aussi PF Hospitalité Europe qui n'est pas dans ce sheet. Pourquoi? Parce que pour moi c'est pas une des meilleures SCPI. Elle sert un rendement autour de 4 à 4,5% brut. Et puis net de fiscalité, on est plutôt autour de 3,5%. Donc pour moi, ce n'est pas une SCPI à envisager, surtout qu'en plus, elle n'est pas diversifiée. Elle investit surtout sur des immeubles liés à la santé et sur des résidences. Donc je trouve ça dommage. De la même manière, Pierreval Santé aussi sur cette thématique. Je préfère vraiment les SCPI diversifiés, opportunistes, qui vont servir des rendements très intéressants, parfois autour de 6-7% sur les meilleurs SCPI. Pour moi, par contre, il y a une très bonne SCPI que détient Marco, c'est Épargne-Pierre de Atland. C'est une SCPI diversifiée avec pas mal de capitalisation. De toute façon, Marco, il a des grosses SCPI avec donc 2,6 milliards de capitalisation pour Épargne-Pierre. Donc, c'est une SCPI qui a servi en moyenne sur les 10 dernières années 6,09% de performance annuelle. En plus de ça, en ce moment, c'est une SCPI qui s'achète avec une décote. Donc je trouve ça assez intéressant, contrairement à Immorente ou Pierreval Santé, qui, elles deux, s'achètent avec une surcote. Donc c'est pas forcément des SCPI à envisager en ce moment, en tout cas. Alors les SCPI, par contre, elles sont détenues en direct pour Marco. Et là, on a vraiment des SCPI qui, souvent, ne sont pas des SCPI qui investissent à l'étranger, à part PF Hospitalité Europe. Mais je pense qu'on est sur donc des performances nettes de fiscalité qui sont très faibles. Pourquoi? Alors, donc par exemple, Épargne-Pierre n'investit pas du tout à l'étranger, 0%. Immorente 20% et Pierreval Santé 70%. Donc là, il y a effectivement un petit peu de fiscalité étrangère qui est bien plus clémente en SCPI. Par contre, en direct, sur donc ici 80% d'Immorente, 30% de Pierreval Santé et 100% d'Épargne-Pierre, la fiscalité qui va s'appliquer, ça va être 17,2% de prélèvements sociaux. Et la TMI de Marco, donc qui est à 30%, je pense, on tombe à partir de 5,28, on tombe à net de fiscalité 2,8% net. Donc c'est un rendement qui est très faible à cause de la fiscalité. Donc c'est pour ça que sur des SCPI, il faut vraiment bien optimiser la fiscalité. Il y a vraiment matière à optimiser aussi les frais. C'est pour ça que des fois, il faut vraiment se faire accompagner aussi pour bien créer son portefeuille de SCPI. Mais je pense notamment à des SCPI étrangères où la fiscalité peut être plus clémente. On peut avoir aussi des SCPI dans des assurances-vie où là, on a la fiscalité de l'assurance-vie et donc ça peut être aussi bien plus clément que des SCPI en direct avec les revenus fonciers qui peuvent quand même faire assez mal. Donc au final, Marco, il a un portefeuille avec 25% d'actions US, 21% de SCPI, 11% d'actions pays émergents, 11% de montres, 11% d'actions monde, 10% d'actions Europe, un petit peu de stock picking à 4%, un petit peu de crowdfunding et un petit peu de stock picking France. Au final, quand on regarde la répartition finalement en termes de classes d'actifs comme ça, on se rend compte que les actions US
pèse 25%. Donc, il faudrait par contre ajouter les actions Monde qui ont à peu près 68% d'actions US dedans. Il faudrait aussi ajouter le stock picking US à 4,1%. Donc, si j'ajoute tout ça, ça fait 37%. Donc, finalement, Marco, il a 37% d'actions US et il a quand même 12% d'actions pays émergents. En fait, si je prends uniquement la bourse, j'ai enlevé les SCPI et le crowdfunding, les actions des pays émergents pèsent 18%. Donc, c'est un peu au-dessus de la référence qui est plutôt autour de 12-13%, qui est finalement la capitalisation flottante des actions des pays émergents. Donc voilà, ça c'est quelque chose à noter tout de même sur le portefeuille de Marco. Donc concernant son portefeuille de stock picking, on est sur du 5%. Donc ça va, c'est très bien. Vous le savez, faire du stock picking, c'est un peu pour assouvir ses pulsions, ses désirs d'essayer de battre le marché. Je rappelle que plus de 90% des fonds professionnels en bourse n'arrivent pas à faire mieux que de simples ETF et que le marché tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pour le plaisir. Donc c'est pour ça que ça ne doit pas représenter une forte pondération dans son portefeuille. Donc là, c'est intéressant. Marco, il a mis 5%, donc c'est un petit peu pour se faire plaisir. Donc c'est très bien. Donc finalement, Marco, il a quand même un portefeuille bien diversifié avec pas mal d'épargne long terme. Donc c'est quand même très bien ce qu'il fait. Il y a quelques optimisations à faire comme on l'a déjà vu. Personnellement, si c'était mon patrimoine, j'aurais pas forcément 40 000 € en montre. J'aurais un peu plus aussi en obligations. Alors c'est dommage, Marco, il n'a pas d'obligations. Aujourd'hui, il y a quand même une belle fenêtre de tir sur les obligations. Ça permet aussi d'asseoir une certaine sécurité financière sur les obligations et d'avoir un patrimoine qui est bien plus résilient, bien plus solide. Alors, je ne parle pas forcément de mettre une grosse part d'obligations pour Marco qui a un profil plutôt offensif, mais ça permet aussi d'investir plus quand on a un patrimoine bien résilient et bien diversifié. Je rappelle quand même que Marco, il a quand même 56 000 € en liquidité en cash et je crois qu'on avait calculé 21 mois de dépenses. Donc il y a peut-être un petit peu de cash qui traîne. Sur les actions, avec ce montant de patrimoine, ça pourrait être intéressant à voir aussi en fonction de son profil évidemment de risque. Pourquoi pas de rajouter des small cap, pourquoi pas de rajouter peut-être une stratégie small cap value, une stratégie smart beta, pourquoi pas aussi rajouter la classe d'actifs private equity qui est une classe d'actifs qui a surperformé la classe d'actifs bourse, la classe d'actifs actions. Donc ça, c'est des pistes qui sont envisageables pour Marco s'il veut aller un peu plus loin dans son patrimoine et mieux diversifier, mieux dynamiser son capital. Alors par contre, côté immobilier, Marco, il a quand même un LMNP avec un rendement locatif net de 6,4%. Donc c'est quand même assez intéressant. Je trouve, il a aussi un bien en Pinel. Alors attention, hein, le Pinel, rendement locatif net 4,1. Le Pinel, il se trouve que dans la très grande majorité des cas, c'est pas la meilleure option. De toute façon, c'est un dispositif fiscal qui va se terminer d'ici à la fin de l'année. Et je rappelle notamment que sur le Pinel, il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances qui affichait que le rendement global d'un dispositif Pinel était de moins 16 000 € sur 9 ans en moyenne. Donc vraiment une perte sèche pour les investisseurs en Pinel, notamment parce qu'on va acheter dans le neuf, notamment du coup parce qu'on va acheter avec une surcote et on va aussi acheter un bien qui est survalorisé et qui a aussi plusieurs intermédiaires avec des commissions qui se rajoutent et qu'on paye et qui grèvent évidemment nos performances et qui font mal in fine. Et puis après, il a un troisième bien en location nue. Donc j'espère qu'en face, il a pas mal de charges pour déduire et pas tomber, comme on l'a vu dans les revenus fonciers, en nu. Alors peut-être qu'il a une SCI, je sais pas non plus. Mais voilà, j'espère qu'il y a des travaux en face pour déduire fiscalement parce que voilà, il y a un gros rendement locatif par contre dessus, 14,13%. Donc j'imagine que Marco, il a bien fait les choses sur ce bien immobilier. Ah mais j'avais pas vu justement, c'est des box, donc j'imagine que c'est des sortes de garages que tu loues où les gens peuvent entreposer des affaires. Très intéressant en tout cas, un sacré rendement affiché en tout cas. Donc si on reprend les objectifs de Marco, donc j'ai repris ici tout son patrimoine et j'ai mis ici des taux prévisionnels, donc j'ai mis notamment 8% pour tout ce qui concerne la bourse. J'ai mis quand même un taux d'inflation de 2%, donc 6% net compte courant, du coup ça rapporte rien, donc moins de 2% comme taux prévisionnel net d'inflation. Voilà donc une petite simulation pour voir un peu ce que ça donnerait.
donc il économise 4000 € par mois. Et donc, je me suis dit qu'il allait utiliser 70% de son épargne pour continuer à investir sur les 15 prochaines années, avec un taux d'appréciation de l'épargne de 2% par an. Ce qui fait que sur 15 ans, il va continuer à investir et en tout, il va investir 584 000 €. Et donc, j'ai mis que Marco allait essentiellement investir sur le compte titre, un petit peu sur le fonds euro, un petit peu sur les unités de compte, aussi un petit peu sur les SCPI 10%. Et donc, finalement, les projections pour Marco qui voulait atteindre 2 millions de patrimoine, bah, ça semble plutôt cohérent, ça semble plutôt atteignable pour Marco. La projection mauvaise lui donnerait 2 053 000 €, la projection modérée 2 260 000 et la projection plutôt optimiste 2 571 000 €. Donc ça c'est voilà avec toutes ces hypothèses, mais a priori ça semble aller dans le bon sens pour Marco, surtout qu'il a une grosse capacité d'épargne. Donc on a parlé des améliorations pour Marco qui pourrait ouvrir un plan épargne retraite, qui pourrait envisager le private equity, qui pourrait envisager des stratégies qui vont un petit peu plus loin, des small cap value, du smart beta, etc. Si c'est pas forcément pour lui, s'il compte pas forcément se former, il peut très bien continuer sa stratégie sur ces ETF. Et Marco nous parlait surtout d'une stratégie de rente. Pour la stratégie de rente, ce qui peut être envisagé, c'est plutôt des actifs de rendement. Je pense à la dette privée, je pense aux SCPI, alors des SCPI qui pourraient du coup être mieux logés plutôt que en direct sur des SCPI françaises. On a vu la fiscalité, il prenait assez cher Marco. Donc il y a peut-être des choses à envisager de ce côté-là au niveau des SCPI pour avoir des rentes peu fiscalisées et pour optimiser ces rentes-là. Côté investissement en bourse, sachez en tout cas que la stratégie qui consiste à se dire je vais investir sur les actions à dividendes ou je vais prendre des ETF distribuants n'est pas une bonne stratégie dans le sens où déjà les dividendes ne sont pas un revenu, c'est simplement une partie du capital qui va être enlevé de votre compte d'investissement et qui va vous être versé sur votre compte liquidité. En plus de ça, c'est peu avantageux fiscalement puisque vous allez payer 30% d'impôt sur un compte titre sur l'ensemble du dividende perçu, là où si on faisait simplement une vente, ce qui correspond vraiment à la même chose qu'un dividende, là où si on faisait une vente, eh bien on paierait de l'impôt uniquement sur la part de la plus-value qu'on est en train de retirer. Donc par exemple, si on a une ligne avec 5 000 € investis et 5 000 € de plus-value, donc 50% de plus-value, si on retire cette ligne, au lieu de payer donc 30% de 10 000 €, 5 000 plus 5 000, ce qu'on paierait vraiment avec un dividende de 10 000 €, imaginons on perçoit 10 000 € de dividende, on paierait vraiment 30% sur les 10 000. Là, en retirant une partie en vendant, eh bien, vu qu'il n'y a que 50% de plus-value, au lieu de payer sur 10 000 €, on va payer que sur 5 000 € d'impôt. Et donc, on va payer 30% de 5 000 et non 30% de 10 000. Donc ça, c'est une vraie optimisation fiscale plutôt que de passer sur des dividendes qui ne sont pas une bonne stratégie de rente. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi utiliser cette stratégie plutôt que la stratégie dividende, je vous invite à lire l'article. Donc, comment vivre de la bourse, c'est sur mon site internet. Et je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller plus loin et pourquoi du coup les dividendes ne sont pas efficients lorsqu'on veut se verser des rentes. Si vous souhaitez télécharger ce tableur pour pouvoir analyser vous-même votre propre patrimoine ou si vous souhaitez que j'analyse votre patrimoine en vidéo, eh bien vous pouvez télécharger le tableur gratuitement. C'est le premier lien en description. Donc je vous invite vraiment à regarder et aussi pour tous ceux qui veulent se former sur le sujet de l'investissement, sur l'investissement en ETF, sur l'investissement en SCPI, sur l'investissement diversifié. Je vous invite vraiment à aussi consulter le lien en description vers ma formation offerte sur le sujet. C'est une formation sur 7 jours qui va vous apprendre vraiment à investir de manière autonome. N'hésitez pas donc à jeter un coup d'œil en description, il y a plusieurs liens pour aller plus loin. J'espère que cette analyse de patrimoine vous a plu. N'hésitez pas donc à m'envoyer vraiment vos patrimoines, même les plus atypiques, et peut-être que j'en ferai une vidéo. Merci beaucoup pour vos messages de soutien et vos retours. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine.